Bienvenue à tous pour ce DVD Moto Verte spécial leçon de pilotage motocross. On va essayer de passer en revue toutes les techniques, toutes les positions. Alors accrochez-vous, on y va. Bon allez, on se prépare à aller rouler. Donc en premier l'équipement. Alors il y a l'équipement de base, c'est-à-dire que de sécurité minimum on va dire, c'est les bottes, le casque, le minimum c'est les genouillères pour les genoux, pantalon et maillot. Donc ça c'est la sécurité minimum. Après on peut rajouter tout ce qui est protection spécifique, c'est-à-dire les genouillères il y en a de toutes sortes d'ailleurs, des plus rigides, des moins rigides. Après il y a le pare-pierre qui porte bien son nom, pare-pierre pour se parer des projections des motos qu'il y a devant. Après on peut mettre un double pare-pierre pour se protéger aussi le dos. Moi j'utilise souvent quelque chose comme ça, donc c'est juste pour le dos que je mets sous le maillot. Bon c'est léger. Ça protège un peu. Voilà. Donc après tout ce qui est la protection de base, on peut mettre beaucoup de choses. Il y a aussi maintenant la protection pour autour du casque. Donc c'est un plus aussi. Donc voilà, il faut choisir. Alors bien sûr, moi je vous invite à investir dans le maximum de protection parce que surtout quand on débute au début, on fait beaucoup de fautes, on tombe souvent. Alors c'est vrai, des fois on voit les pilotes professionnels rouler des fois sans pare-pierre ou sans trop de protection. Mais bon, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont vigilants, donc le risque est différent qu'un pilote amateur qui veut essayer des nouveaux enchaînements, des trucs qu'il ne sait pas faire, donc soyez vigilants et protégez-vous. Alors pour les bottes, il y a plein de sortes de bottes. Moi je vais plutôt vers des bottes un peu souples pour être un peu plus habile sur la moto, surtout avec la pédale de frein. Maintenant ça dépend ce qu'on fait. Si on fait par exemple des grands sauts comme en supercross avec des gros impacts, vaut mieux aller sur des bottes un peu rigides. Maintenant je pense que pour faire du motocross en France, sur les terrains français, je pense qu'une paire de bottes un peu souple c'est quand même agréable, surtout pour les sensations. Alors on peut mettre une ceinture aussi. Après il y a tout type de ceinture qui protège un peu plus. Moi elle est dans ma protection dorsale en fait celle-là. Donc je la laisse, mais après ça dépend comment on la met. Parce qu'il y a certains pilotes comme moi, on la met très basse. Elle sert plus à tenir le maillot qu'à protéger en fait. Protège un peu le dos en cas de chute. Mais voilà. Normalement la ceinture il faudrait la mettre au niveau pour se tenir un peu le dos. Mais je pense que tous les pilotes professionnels sont assez entraînés pour ne pas être obligés d'utiliser une ceinture. Maintenant pour les pilotes qui ne roulent pas trop, qui n'ont pas une super condition physique, une ceinture ça tient quand même bien le bas du dos. Donc voilà, je vous le conseille. Alors pour les gants, il y en a qui utilisent des protections pour les mains sur la moto. Donc dans ce cas-là, ils peuvent se permettre d'avoir des gants sans protection dessus.
Maintenant, il y en a qui préfèrent rouler avec les protections sur les gants. Paire de gants, ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir des ampoules à chaque fois qu'on roule. Donc il faut qu'elles soient à la bonne taille. C'est un peu personnel, quoi. Il faut les essayer, il faut que ça plaise. Et surtout, il ne faut pas avoir d'ampoule à chaque fois qu'on va rouler. Moi, pour les gants, j'opte souvent pour des gants assez souples. Sans trop de protection dessous, parce que je préfère avoir les mains bien libres. Après, ça dépend ce qu'on fait. Si on roule sur un terrain de cross avec des grosses motos où il y a beaucoup de pierres, il vaut mieux mettre des gants avec des protections. Sinon, moi j'aime bien que les gants soient exactement à la bonne taille pour pas qu'ils bougent et pour pas attraper trop d'ampoules. Voilà. Après, les lunettes. Les lunettes, c'est pareil, il y a beaucoup de types de lunettes. Il faut déjà qu'elles correspondent au casque, parce qu'il y a des lunettes qui ne rentrent pas bien dans certains casques. Donc il faut bien que toute la mousse soit en contact avec le front, parce que c'est désagréable d'avoir de la transpiration qui tombe dans les yeux. Donc ça aussi c'est très important. Après il y a tous les types d'écrans, écran anti-buée, écran un peu teinté pour le soleil. Après il y a tout ce qui est les écrans jetables, donc les tear-off. On peut monter des roll-off aussi dessus. Donc il faut quand même apporter une bonne préparation aux lunettes, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Prendre le départ d'une course et après 2 tours ne plus rien y voir, c'est jamais agréable. Donc si j'ai un conseil, c'est préparer bien vos lunettes, parce que ça permet souvent de faire une bonne course dans de bonnes conditions. Bon, maintenant qu'on est prêt pour aller rouler, on va jeter un petit coup d'œil sur la moto. Alors la première chose généralement qu'on règle sur une moto, c'est le guidon. Alors le guidon, il n'y a pas vraiment de réglage miracle, on va dire. Il faut seulement rester dans les normes. Il faut surtout... alors moi, voilà, là je pense que là par exemple ça serait un peu haut. Et ici ça serait un peu bas. Donc après ça vous laisse une petite marge pour le régler à votre convenance. Donc ce que je vous conseille moi, c'est de le régler pour être bien sur la moto et surtout pour ne pas avoir trop mal au bras, ce qui est important. Pour ma part, je roule, j'essaye d'aligner. En fait, un petit conseil, moi j'aligne quand les guidons ont une barre. Généralement j'aligne la barre du haut avec celle devant du bas. Et je suis à peu près au début des boulons ici. Voilà, donc ça c'est à peu près mon réglage personnel. Maintenant ça varie selon les motos, selon les guidons utilisés, mais bon, tout ça se teste et il faut se sentir bien dessus, mais c'est important quand même. Alors les réglages de guidon, si on roule avec le guidon très bas, en fait on a les bras qui descendent un peu, on a les coudes qui descendent en fait. Vous voyez, quand on monte le guidon, on a de suite les coudes qui veulent remonter. Donc le problème du guidon trop bas, voilà, c'est que ça donne une position un peu comme ça, qui est pas très déjà jolie, et en même temps on n'a pas trop de force, parce qu'on a quand même beaucoup moins de force quand les bras sont en bas que quand les bras sont un peu hauts. Ici on a quand même de la force pour pousser, alors que là, ici, on n'en a plus du tout. Donc il faut quand même rouler avec un guidon suffisamment haut pour avoir les coudes à peu près à la même hauteur dans le prolongement des leviers, à peu près comme ça. Voilà. Alors on a vu la position tout en bas qui rabaissait les coudes. Si on roule avec le guidon trop haut, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec, on a tendance à avoir les coudes qui vont trop haut. Donc dans ce cas-là, pareil, en plus, on se retrouve avec un angle ici qui est très agressif pour le bord de la main. Donc voilà, disons que comme ça c'est inroulable. On se retrouve avec des coudes beaucoup trop hauts et on n'est vraiment pas à l'aise. Donc voilà, essayez d'avoir une position correcte mais pas extrême. Alors un petit truc pour serrer son guidon. Les 2 boulons ne se serrent pas en même temps. En fait, il y a toujours un point. On le voit ici, le point, soit en haut, soit en bas. Donc l'endroit où il y a le point, on le serre en premier. Voilà. Et celui-là est desserré, bien sûr. Celui d'en bas est desserré. Donc on serre celui d'en haut en premier. Et une fois que celui d'en haut est serré, on vient serrer celui d'en bas. En fait, je dis en bas, mais c'est surtout celui où il y a le point qu'il faut serrer en premier. La mousse de guidon, élément indispensable de protection.
pour pas venir bien sûr percuter la barre, soit avec le casque, soit avec les côtes. Donc très important la mousse de guidon. Bon, maintenant qu'on a réglé le guidon correctement, on va régler les leviers, puisqu'à chaque fois qu'on bouge le guidon, bien sûr ça change la hauteur des leviers. Alors là c'est pareil, c'est comme le guidon, il faut trouver sa position tout en restant dans une limite acceptable. Alors je pense qu'il y a des pilotes qui roulent avec les leviers assez hauts. Alors l'avantage de rouler avec les leviers hauts, c'est quoi? En fait, c'est que surtout quand on est dans les phases de freinage ou dans les phases de poussée, du fait qu'on roule avec un doigt sur l'embrayage, on se retrouve avec une main qui appuie plus à plat sur le guidon. Maintenant, si on le bascule vers le bas, en fait ça fait pivoter la main et on se retrouve dans les freinages à avoir une portée sur le pouce plutôt ici. Donc après, voilà, si on roule avec un guidon très bas, on se retrouve dans les descentes à avoir la main qui veut partir comme ça. Donc il faut quand même rouler avec les leviers assez à plat pour pouvoir bien être à plat sur le guidon et pour pouvoir forcer ici sans forcément serrer la main et seulement appuyer. Donc moi ma position c'est en fait quand je me positionne sur la moto, j'ai ma position ici, j'ai mes doigts qui remontent généralement un tout petit peu. Donc voilà, on est à peu près bon. Si j'avais voulu que ça soit dans le prolongement, ça serait à peu près comme ça. Et voilà, moi je roule juste un peu vers le haut. Ce qui fait que dans les zones de freinage, j'ai ma main qui est bien à plat, ce qui fait que je peux relâcher mes doigts, je ne suis pas obligé de serrer le guidon. Donc je peux me relâcher et juste appuyer dessus. Pour les pilotes qui chutent souvent et qui ne veulent pas casser un levier à chaque fois, on peut rouler avec le levier légèrement desserré. Comme ça, en cas de chute, il peut bouger. Bon, généralement, les pilotes professionnels ne tombent pas. Donc, on serre comme il faut. Alors, des fois, il y a un point sur le boulon. Là, il y a marqué up. Donc, quand il y a marqué up, ça veut dire qu'on serre celui d'en haut en premier. Et après, on serre celui d'en bas. Voilà. Alors, il faut bien sûr régler la hauteur du levier, donc comme ça. Mais ce qui est également important, c'est la position latérale du levier. Alors si on met le levier trop vers la droite, en fait, on se retrouve à ne pas prendre le levier exactement où il faut. Parce qu'en fait, la bonne position, ça serait de le prendre juste à l'endroit où il y a la petite courbure ici. Et en même temps, il ne faut pas qu'il dépasse du guidon. Parce que s'il dépasse du guidon, si le levier dépasse du guidon, en cas de chute, eh bien on le casse de suite. Ou alors il se tord. Donc il faut le régler correctement. Alors pour le levier de frein, c'est pareil, la position latérale est importante, sauf qu'elle est un peu plus importante que pour le levier d'embrayage, parce que le fait d'utiliser une position latérale un peu plus vers le centre de la moto, ça donne un peu plus de bras de levier, donc on a un peu plus de puissance de freinage. Donc forcément, si on prend le levier ici, on a plus de puissance que si on le prend plus près de l'axe. Donc là, pareil, le régler correctement. Mais ceux qui freinent généralement d'un doigt, comme moi, roule avec un levier légèrement décalé vers l'intérieur pour avoir un peu plus de force et de bras de levier. Donc voilà, donc si vous sentez que votre moto ne freine pas assez fort, vous pouvez décaler votre levier légèrement de 5 mm vers l'intérieur pour avoir un peu plus de force. Maintenant on va passer aux commandes, les commandes des pieds, c'est-à-dire la pédale de frein. Alors là c'est pareil, il faut rester dans des normes normales. Moi généralement je mets ma pédale au même niveau que le cale-pied. Donc ça c'est un réglage standard. Mais il peut y avoir quand même beaucoup de variations sur les réglages de pédale de frein. L'avantage d'avoir un frein réglé un peu haut, c'est d'avoir le pied qui glisse un peu moins dans les descentes, dans les freinages. L'avantage d'avoir la pédale de frein plus bas, je vous le dirai tout à l'heure, vous allez voir que c'est important. Alors pour le sélecteur de vitesse, c'est pareil, il faut quand même rester dans des positions de base. Maintenant, on va voir un peu les avantages. Il ne faut jamais rouler le sélecteur trop bas. Alors là, pourquoi ne pas rouler le sélecteur trop bas? Simplement pour ne pas accrocher les pieds dans les ornières ou dans les réceptions de saut ou dans les lignes droites quand on passe les vitesses. On a quand même le pied qui vient dessous, donc la botte vient à peu près jusqu'à là et elle dépasse le niveau du cadre. Donc essayez de rouler plutôt avec un sélecteur légèrement vers le haut. C'est beaucoup mieux pour la protection des bouts de pied. Alors pour le sélecteur de vitesse, donc ne pas le régler trop bas, tout ça parce que quand même on est obligé de passer le pied dessous pour passer la vitesse. Donc quand on passe le pied dessous, ça donne ça.
et on s'aperçoit que le bout de pied dépasse quand même de dessous la moto. Donc là je chausse du 42, donc ça dépasse pas trop, mais quand on commence à être dans des tailles 44-45, ça dépasse fortement ici. Donc ne pas hésiter à remonter légèrement le sélecteur pour pas avoir les pieds qui accrochent dans les ornières à la réception des sauts ou dans les lignes droites où il y a des gros trous, et surtout quand c'est mou, quand le sol est mou. Au moment du départ, alors il y en a qui disent qu'il faut être super motivé, il y en a qui disent qu'il faut être super concentré. Je pense que il faut être dans un état où on est capable de faire ce qu'on sait faire, c'est le plus important. Donc il ne faut pas essayer de se prendre la tête, se cacher dans un coin tout seul. Il faut simplement savoir pourquoi on est là et savoir ce qu'on fait là, et être dans des conditions pour pouvoir faire ce qu'on sait faire sur la piste. C'est le plus important. Donc pour ça, il faut généralement être détendu. Pas trop détendu non plus, mais il faut être dans un état normal comme à l'entraînement et être prêt pour combattre et pour faire ce qu'on sait faire. Donc voilà, on est dans le pré-parc. Donc après on va accéder à la grille, on va choisir son emplacement sur la grille, le préparer. Donc moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'être détendu, de se faire plaisir et d'être prêt à tout donner pour une course. C'était en fait de parler qu'avec les gens qui sont de mon entourage, donc mon mécanicien, mon manager, des gens qui me connaissent bien et qui ne vont pas me sortir des blagues à 2 francs ou des trucs qui peuvent me gêner. Donc généralement on reste avec l'entourage qu'on connaît bien. On essaye de bien gérer sa respiration, surtout de ne pas se mettre à stresser. Donc bien gérer sa respiration, bien respirer fort, à la rigueur faire des petits étirements sur les avant-bras. Voilà, toutes des petites manies qui font qu'on est détendu et qu'on est prêt au départ de la course. Bon, alors sur la grille, toujours être vigilant, il n'y ait pas de cailloux ici, à l'endroit où va tomber la barre en fait, parce que s'il y a un caillou, ça peut la faire tomber un peu moins haut et on peut l'accrocher avec la roue avant. Donc bien dégager l'endroit où va tomber la grille. Donc elle devrait tomber là, donc il n'y a pas de souci. Après, généralement, moi je pose un peu de thermol ici. Parce qu'en fait, la grille, quand elle tombe, pour qu'elle tombe sur la thermol et qu'elle ne rebondisse pas. Donc quand elle tombe, pouf, elle s'arrête sur la thermole. Donc ça c'est important aussi, parce que si elle rebondit, on peut arriver à l'accrocher en passant. Donc toujours mettre un petit peu de thermol pour que la grille ne rebondit pas. Puis après, on prépare la trace pour l'accélération de la moto. Bon, alors pour la trace, après ça dépend beaucoup la terre. Quand on a de la terre molle, quand on a de la terre dure, quand c'est du sable, quand c'est du béton. Bon, le béton, on peut rien y faire à part balayer. Essayer de trouver le plus de grip possible, il n'y a que ça à faire. Ici c'est un peu délicat, on est remonté, il a plu il n'y a pas longtemps, donc il y a une bonne adhérence par terre, la terre est assez compacte. Donc là ce que je fais, c'est que je nettoie pour avoir une surface bien plane où il n'y a plus de cailloux, et par contre je rajoute un peu de thermol dessus pour enlever justement un peu de grip, pour que ma roue arrière patine un peu plus, pour pouvoir partir plus fort, pour pouvoir lâcher l'embrayage plus vite. Donc ça c'est quand vraiment il y a trop de grip, on peut rajouter un tout petit peu de thermol dessus pour juste faire un peu patiner la roue pour pouvoir lâcher l'embrayage plus fort. Bon, alors pour le départ, il y a les 2 pieds par terre ou il y a un seul pied par terre. Alors je vais pas dire qu'une façon est nulle et une façon est bien, parce qu'en fait il y a des mecs qui partaient les 2 pieds par terre qui partaient mieux que moi, donc il n'y a pas vraiment de règle. Le seul avantage en partant avec un pied par terre et un pied sur le repose-pied, bien sûr le pied du sélecteur, c'est de pouvoir partir en première des fois
et de passer la deuxième juste sur la grille. Donc ça, si on a les deux pieds, on ne peut pas le faire. Et si on n'a qu'un pied par terre, on peut le faire. L'avantage des deux pieds, c'est de pouvoir légèrement soulager la moto, c'est-à-dire que de ne pas y mettre toute l'adhérence, et donc de pouvoir gérer le grip de la moto sur juste le décollage. Parce que quand on met les deux pieds, on peut arriver à soulever un peu l'amortisseur, bien se mettre en avant, et on arrive à faire patiner un peu la roue arrière plus facilement. Bon, alors la position en ce qui concerne le guidon, les commandes, généralement le départ, on n'accélère jamais à fond et on ne donne pas des coups de gaz. Généralement on essaye de trouver un régime constant, assez haut quand même, qui va être la position de départ. Et une fois qu'on va lâcher l'embrayage, on va accélérer plus à fond. Donc ça c'est pour l'accélérateur. Ce qui concerne l'embrayage, généralement moi j'utilise 2 doigts pour le départ, alors qu'après sur la piste j'en utilise plus qu'un. Donc pour le départ généralement j'en ai 2. Après on peut utiliser aussi un peu le frein avant et en lâchant un peu l'embrayage pour venir un peu justement, parce que quand on n'a qu'un pied par terre, pour pouvoir la relever un peu de derrière, on peut lâcher un peu l'embrayage et freiner en même temps du frein avant. Ça écrase la fourche et ça permet à la moto de déjà être écrasée devant. Voilà, ça permet de gagner un petit peu et de sentir un peu mieux l'embrayage à l'endroit où on va le lâcher. Donc voilà, ça c'est un petit plus et c'est important de savoir le faire. Alors après, pour le déclenchement du départ, pour moi, je pense qu'il vaut mieux regarder quelque chose de gros que de petit sur la grille. Quand on est à un feu rouge, par exemple, on voit plus facilement un gros feu qu'un petit feu. Donc il vaut mieux regarder quelque chose de gros. Et souvent, moi j'avais pris l'habitude en fait de regarder les grilles d'à côté plutôt que la mienne. Déjà, ça permet de voir le mouvement de côté et généralement on le voit mieux. On voit mieux la grille qui s'abaisse quand on la regarde sur le côté. Et en même temps, ça permet de ne pas avoir l'appréhension de partir trop tôt et d'accrocher sa grille. Donc voilà, moi ça c'est mon petit conseil à moi et c'est ce que je faisais et c'est ce qui me semble une bonne solution. Alors après il y a des objectifs à avoir sur le départ. Si on est par exemple derrière une grille de supercross et qu'on a ces 2 concurrents directs, un de chaque côté, on sait très bien que les 5 premiers mètres vont être très importants. Plus important que les 20 mètres après. Donc dans ce cas-là, l'objectif c'est pas de faire un bon départ sur toute la longueur, c'est de faire un bon départ sur les 3 premiers mètres pour pouvoir sortir devant les pilotes qui sont à côté. Donc dans ce cas, on mise tout sur la sortie de grille pour pouvoir essayer de sortir les coups d'avant et pour pouvoir après accélérer correctement. Maintenant, si on fait un départ sur un terrain de motocross moderne, très large, où on a la place pour accélérer, là on peut sacrifier les premiers mètres pour pouvoir accélérer plus fort après, pour partir en tête. Donc là, dans ce cas-là, on peut très bien partir en deuxième et accélérer progressivement pour faire un super départ en fait. Mais des fois, on est obligé de sacrifier un peu le départ pour pouvoir sortir devant ses concurrents directs. Et dans ce cas-là, on ne peut pas hésiter à mettre la première et à tout miser sur les 3 premiers mètres pour essayer de sortir devant. Alors depuis peu, en fait, ça vient du super motard. Maintenant, il y a des éléments qui permettent de bloquer un peu sa fourche un peu plus bas. Alors ça, c'est pareil, on peut le régler comme on veut. Donc ça équivaut à faire un peu ce que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire de freiner et de lâcher l'embrayage. Ça permet de partir avec la fourche un peu plus bas. La seule différence, c'est que là, on peut arriver à le régler pour partir très bas. Donc oui, ça aide un peu. Ça aide un peu sur les départs où il y a beaucoup de grippe. Ça évite que la moto cabre. Maintenant, attention sur les départs sur le béton. On a tendance à avoir moins de grippe sur la roue arrière avec le bloc fourche devant. Donc il faut être vigilant là-dessus.
Bon, alors là on va faire le freinage. Alors on va commencer par un freinage, on va dire classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de trou. L'adhérence est bonne et on freine quasiment en ligne, sauf dans les 5 derniers mètres où il faut quand même aller chercher l'ornière du virage. Donc ce qui est le plus important dans le freinage, c'est la position sur la moto. Donc la position, c'est bien sûr debout. Alors on se met en arrière pour pas partir en avant, pour que l'équilibre en freinant il soit un peu naturel. C'est-à-dire que quand on va freiner, pour que ça s'équilibre, on se met un peu en arrière. Bien sûr, frein arrière. Et le plus important, en fait, c'est la force qu'on exerce dans le guidon pour pas que la roue avant croise vers l'intérieur. Donc, en fait, on essaye surtout de plus appuyer sur le cale-pied gauche, donc sur celui-là. Donc, on essaye de bien appuyer fort, en fait, pour pencher la moto vers l'intérieur. Et comme elle veut se pencher vers l'intérieur, on a tendance à contre-braquer pour la tenir. Donc, de ce fait, on peut freiner très fort et la roue avant ne se croise jamais. Bon, alors la position du pied sur le cale-pied. Alors côté gauche, quand on freine, donc pour celui-là qu'on tourne à gauche, en fait on essaye toujours d'écarter un peu la jambe intérieure pour pouvoir inscrire la moto du côté où il y a le virage. Donc en fait la position du pied c'est légèrement ouvert vers l'intérieur pour pouvoir écarter un peu le genou vers l'intérieur pour pouvoir l'inscrire dans le virage. Donc ça c'est la position intérieure, sinon le pied c'est bien sûr bien aligné sur le repose-pied pour être bien stable. Alors pour la position du pied sur le repose-pied côté droit, côté frein, en fait c'est très classique, on le met donc bien calé ici avec le bas de la botte pour pas qu'il glisse, et puis voilà on freine comme ça. Et ce côté là par contre on le serre assez fort contre la selle pour pouvoir se tenir si jamais il y a des trous ou s'il y a des pertes d'adhérence ou pour pouvoir réagir immédiatement. Alors pour le frein avant, généralement, quasiment la majorité des pilotes utilisent un seul doigt. Ça suffit largement et ça permet aussi de pouvoir quand même bien tenir le guidon. Donc moi je conseille bien sûr un seul doigt. Dès qu'on en met deux, le problème c'est qu'on a beaucoup moins de force dans la main. Donc il faut tenir en fait avec le pouce et ça devient très difficile après pendant une manche de 40 minutes sur des terrains très durs. C'est difficile. Donc moi je conseille un doigt et c'est là l'importance de bien régler son levier en fait. C'est que si le levier est trop bas, on se retrouve avec un frein en bas et la main a tendance à partir en avant. Donc bien régler son levier pour que tout le plat de la main appuie bien sur le guidon sans être obligé de le serrer. Donc ça permet de se relâcher un peu dans les zones de freinage. Donc un doigt, si vous n'avez pas cette force, comme on l'a vu au début dans les réglages, on peut décaler un peu le levier de frein vers l'intérieur, en latéral, pour le prendre un peu plus loin ici et pour avoir un peu plus de force. Bon alors là on se retrouve dans une situation de freinage on va dire un peu classique, il n'y a pas de trou. On essaye de freiner en ligne, sauf dans les derniers mètres pour aller chercher le virage. Donc la position, bon, on accélère bien fort bien sûr pour prendre le plus de vitesse possible. Après la position c'est debout légèrement en arrière. Et en fait l'idée c'est de pousser sur l'intérieur de la jambe ici, donc en ouvrant légèrement la jambe, de pousser vers l'intérieur pour que la moto soit légèrement penchée vers le sens du virage. Ça permet de forcer un peu en contre-braquage et c'est surtout pour essayer de tenir la moto avec l'arrière qui veut aller vers l'extérieur. Surtout ne pas se retrouver avec l'arrière qui veut rentrer vers l'intérieur du virage parce que dans ce cas-là on peut croiser le guidon et dans ce cas-là on perd l'avant, on croise, on en voit beaucoup des chutes comme ça. Donc surtout bien penser à exercer une force pour que la moto soit penchée vers l'intérieur et qu'on ait toujours tendance à contre-braquer avec le guidon. C'est très important. Alors pour le freinage, la base d'un freinage c'est une bonne accélération déjà. C'est jamais, bon bien sûr si on coupe les gaz trop tôt, on est presque obligé de réaccélérer des fois pour arriver au virage. Donc en fait la base d'un bon freinage c'est une bonne accélération et un freinage constant jusqu'au virage. Bien sûr au début vous allez être obligé presque de lâcher les freins pour aller au virage si vous avez freiné trop tôt. Donc ça il faut le faire progressivement, tour après tour, freiner de plus en plus tard pour se retrouver à freiner très fort et juste arriver dans le virage avec l'élan qu'il faut. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps, surtout quand on ne connaît pas le circuit, il faut s'acclimater, mais procédez justement par étapes. Vous repérez bien l'endroit où vous freinez et le tour d'après vous freinez un petit peu plus tard, 1 mètre plus tard et 1,50 m plus tard et vous essayez de progresser à freiner le plus tard possible pour gagner du temps. Alors un tout petit conseil à l'entraînement pour essayer de progresser, c'est que vous pouvez très bien mettre un petit cône à l'endroit où vous freinez. Comme ça vous fait un repère et vous essayez de repousser vos limites en freinant après le cône. Comme ça vous pouvez déplacer le cône à chaque fois et essayer de progresser pour freiner plus fort et essayer de gagner du temps.
Bon, alors maintenant on va faire un freinage le même style que tout à l'heure, seulement avec des trous. Donc c'est la même position, c'est la même attitude que le freinage précédent, c'est-à-dire qu'on essaye d'être debout sur l'arrière de la moto en forçant pour qu'on ait toujours tendance à contre-braquer sur le guidon. Alors dans les trous, qu'est-ce qu'on fait de différent dans les trous? Simplement on serre un peu plus la moto, surtout avec la jambe droite, et on est vigilant avec la jambe gauche pour être prêt à serrer si jamais on prend un gros coup de raquette. Sinon, ce qui est très important, c'est de tenir un peu de gaz avec la moto et de freiner du frein arrière en même temps, tout en jouant un peu de l'embrayage. Tout ça, ça a un effet, c'est que ça tient la moto bien à plat de l'arrière. En fait, ça la tient très basse de l'arrière. Je vais vous montrer pourquoi. Bon alors, pourquoi on freine, on garde un peu de gaz quand on freine pour tenir la moto plaquée? C'est très simple, vous allez voir. C'est parce que quand on accélère et qu'on lâche l'embrayage en même temps, ça descend la roue arrière. Donc on freine du frein arrière. Donc oui, vous avez vu, quand on accélère et qu'on freine en même temps, ça tient la moto bien plaquée au sol. Donc voilà, donc il faut pas hésiter à utiliser cette technique. Au plus il y a des trous, en fait, au plus il faut utiliser cette technique. Et surtout si le freinage est légèrement en descente, c'est encore bien plus important. Donc entraînez-vous bien. Très important aussi, généralement les trous sont au tout début du freinage. Et au plus on s'avance vers le virage, au moins il y a de trous. Donc jamais prendre les freins d'un coup. Vaut mieux essayer de freiner légèrement au début dans les trous et plutôt essayer de vraiment ralentir la moto avant d'arriver dans le virage à l'endroit où il y a le moins de trous possible. Donc ça c'est une petite... sur tous les circuits, généralement il y a toujours une zone de début de freinage où il y a beaucoup de trous et la zone de fin de freinage où il y en a moins. Donc essayez de freiner dans la zone où il y a le moins de trous possible. Pour la répartition du freinage entre l'avant et l'arrière, il y a une base simple, c'est que le frein arrière, on l'utilise toujours à son maximum. C'est-à-dire que le frein arrière, on est toujours à la limite du blocage et en gérant avec l'embrayage pour ne pas caler. Donc on ne bloque jamais bien sûr la roue arrière, elle tourne toujours, mais on freine toujours au maximum de sa limite. Après le frein avant, tout dépend de l'adhérence. En fait, s'il y a beaucoup d'adhérence, on peut se permettre de freiner très fort du frein avant, c'est-à-dire au moins aussi fort que le frein arrière si ce n'est pas beaucoup plus fort. Par contre, s'il y a des trous, on freine un peu moins fort du frein avant pour ne pas partir sur l'avant de la moto. Et bien sûr, si c'est très glissant, si c'est mouillé, on essaye de gérer aussi pour essayer de diminuer la pression sur le frein avant pour ne pas bloquer la roue avant. Donc le frein arrière, c'est toujours à son niveau maximum et le frein avant, on gère selon les situations. Bon alors ici on va faire un freinage assis. C'est assez rare quand on peut employer cette technique, mais quand il n'y a pas beaucoup de bosses, quand le terrain est très propre, on peut se permettre de freiner assis. L'avantage de freiner assis, c'est qu'on peut freiner beaucoup plus fort du frein avant, parce qu'en fait on abaisse le centre de gravité, on est bien tanké sur la selle, donc on peut freiner très très fort, on peut bien écraser la fourche. On peut se permettre aussi de bloquer un peu la roue arrière dans les derniers mètres du freinage pour pouvoir inscrire la moto dans le virage plus facilement, surtout quand il n'y a pas d'ornière, quand c'est à plat, comme c'était sur les images. Donc la position sur la moto, on est assis, on est bien ancré sur la selle. On peut même se permettre de sortir le pied gauche, sortir le pied du côté où on va tourner, bien sûr le pied gauche ici,
parce que quand ça tourne à droite c'est plus compliqué parce qu'on a le pied sur le frein, donc il faut le garder sur le frein. Donc en fait l'idée c'est toujours pareil, c'est toujours de préparer la moto à contrebraquer. Donc on penche légèrement la moto vers l'intérieur, on freine fort et on essaye toujours de se mettre en position où on contrebraque. En fait l'idée générale de la position c'est toujours d'avoir une position d'équilibre. Donc là on va freiner fort avec l'avant en étant assis, donc faut pas se mettre comme ça. Parce que si on se met comme ça et qu'on freine fort, on a tendance à partir encore plus devant. Donc on a tendance à se mettre un peu en arrière comme ça pour pouvoir forcer le moins possible et tenir en équilibre tout en freinant très fort. Donc c'est assis, un petit peu le corps axé un peu vers l'arrière pour avoir les bras pas tendus mais juste légèrement pliés. Et voilà, pour pouvoir avoir une position où on n'est pas obligé de trop forcer pour freiner très fort. Alors les freinages assis, il y a pas vraiment beaucoup de pilotes qui l'utilisent, on voit beaucoup Carmichael le faire. On le fait surtout des fois pour doubler, pour freiner très fort. On le fait surtout dans les virages à gauche, essentiellement parce qu'on peut garder le pied sur le frein jusqu'au dernier moment dans le virage. Dès qu'on le fait dans des virages à droite, c'est quand même beaucoup plus délicat à faire. Donc voilà, c'est réservé à certaines particularités sur certains endroits du circuit à certains moments. L'exercice c'est une grande courbe un peu rapide, un peu en appui. Donc le freinage c'est debout, pareil on garde la moto un peu accélérée avec du frein. En fait tout ça pour la tenir très bas de l'arrière, pour avoir de la stabilité. Après on s'assoit bien sûr parce que sur une courbe comme ça ce qu'on veut c'est tourner très vite, passer très vite dans le virage. Donc pour avoir plus de grip sur les roues, on s'assoit sur la moto, on sort le pied pour parer une dérobade du train avant. Et là, en fait, dans cette situation, on essaye surtout de garder beaucoup de vitesse dans le virage. Donc ça ne sert à rien de freiner très tard et de s'arrêter dans le virage. Ce qu'il faut, il vaut mieux freiner un peu avant et par contre garder beaucoup de vitesse pour pouvoir sortir le plus vite possible du virage. Donc dans les trucs rapides comme ça, il faut toujours essayer de perdre le moins de vitesse possible. C'est l'objectif principal. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais la vision sur un terrain de motocross est très important pour le choix des trajectoires. Ici, on commence à être dans des situations, des situations rapides, on va dire. Donc, au plus on va vite, au plus il faut porter son regard très loin. Donc voilà, là on est dans l'exemple d'une courbe très rapide, donc on regarde très loin. Dès qu'on est dans le virage, on regarde la sortie pour s'aligner. Parce que si on regarde trop tard, on n'a plus le temps de faire ce qu'il faut pour éviter un piège ou pour choisir une bonne trajectoire. Donc le regard très loin. Bon alors on va attaquer maintenant les virages. Ici on va faire un virage en appui, mais on va pas le prendre sur toute sa longueur. Donc en fait on va essayer de le prendre que sur une toute petite partie. En fait ça se fait très souvent maintenant pour essayer d'avoir des trajectoires plus tendues, c'est-à-dire pour freiner plus droit et plus longtemps et pour pouvoir avoir une accélération aussi plus longue. Donc en fait sur un grand appui, on se sert uniquement d'une toute petite partie de l'appui pour tourner. Généralement on utilise bien le frein arrière pour faire glisser la moto. Et là ce qui est très important pour réussir ce genre d'exercice, c'est la trajectoire de la roue avant surtout, je vais vous montrer. Donc ce qui est important pour bien réussir cet exercice, c'est d'avoir une bonne trajectoire de la roue avant et de la roue arrière. Pour bien faire, il faut arriver dans le virage en haut avec une roue avant qui soit 50 cm plus bas que la roue arrière. Donc on voit bien ici la trace de la roue arrière et on voit ici la trajectoire de ma roue avant qui au début du freinage est presque ensemble mais qui commence à se séparer. Donc plus on approche du virage, au plus ça se sépare. Et on voit qu'ici ma roue arrière est là et ma roue avant se retrouve ici. Donc à ce moment-là on freine très fort. L'idéal c'est d'avoir la roue arrière qui vient se caler en haut de l'appui et là on peut être prêt à accélérer pour ressortir du virage.
pour la position, on fait le freinage en fait debout comme un freinage classique, comme s'il y avait des trous. Par contre, on peut se permettre de s'asseoir très tôt dans le virage, donc on s'assoit au moment où on commence à arriver dans l'appui. Donc on s'assoit sur l'avant de la moto, on sort sa jambe intérieure pour parer une dérobade de la roue avant. Et surtout, on bloque bien la roue arrière pour venir se caler en haut de l'appui pour accélérer et surtout éviter les temps morts dans ce genre d'exercice. Alors un petit conseil personnel, on en parlait au début pour les réglages de la pédale de frein. En fait, je roule avec une position de pédale de frein très basse. En fait, ça me permet dans ce genre d'exercice, avec une botte très souple, de pouvoir poser mon pied sur le cale-pied, m'asseoir en avant de la moto et ne pas freiner du frein arrière. Si j'ai besoin de freiner, j'ai juste besoin d'abaisser le pied pour freiner. Alors que beaucoup de pilotes roulent avec une pédale de frein réglée plus haute, avec des bottes beaucoup plus rigides. Donc pour freiner, ils sont obligés d'avoir le pied décollé du cale-pied et d'appuyer sur la pédale de frein. On est beaucoup moins précis quand on n'appuie pas sur le cale-pied. À ma connaissance, seulement Stéphane Evers roulait comme ça aussi. Bon, alors ici on va faire un virage en appui, mais on va pas essayer ni de le couper ni de le faire au frein. On va essayer simplement de le prendre dès l'entrée jusqu'à la sortie. Donc en fait la position, le freinage c'est debout en arrière. On freine légèrement. On n'est pas obligé de freiner très très fort parce qu'on veut garder de la vitesse justement pour profiter de cet appui pour aller le plus vite possible. Donc, par contre, ce qu'il faut faire dans ce genre de virage, c'est accélérer très tôt. Parce qu'en fait, la moto, elle se déstabilise au moment où on lâche les freins et on accélère. Donc, on essaye de faire ça dès l'entrée du virage. Donc, dès qu'on a lâché les freins, quasiment en entrée du virage, au bout de 2 mètres, dès qu'on a attaqué l'appui, en fait, on commence à caler la moto et on commence à accélérer pour pouvoir justement accélérer progressivement et garder de la vitesse pour sortir très vite du virage. En trajectoire, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à faire, il suffit de rester dans la limite supérieure de l'appui, jamais aller tout en haut de l'appui parce que c'est souvent très mou, donc toujours garder à peu près 40-50 cm avec le haut de l'appui, et puis voilà, garder de la vitesse, accélérer. La position, c'est assis dans tout le virage, légèrement un peu incliné vers l'intérieur pour faire tourner la moto, pour que dès qu'on va accélérer, en fait, dès qu'on accélère, la moto a tendance à se relever un petit peu vers l'extérieur. Donc le fait de se pencher un peu à l'intérieur permet de la garder sur une bonne trajectoire. Bon, maintenant que j'ai donné toutes les explications, je vais vous montrer. Bien sûr, on arrive debout dans ce virage. Après, dès qu'on s'assoit, on sort la jambe. Alors la jambe, on la sort si jamais on a une dérobade du train avant. Mais à ces vitesses-là, c'est très difficile quand même de récupérer la moto avec la jambe. Donc on la sort en fait pour l'équilibre. On la met pas vraiment tendue vers l'avant, on la met à peu près mi-pliée au niveau de l'ouïe du radiateur. Légèrement posée par terre, prête à intervenir si jamais il y avait un petit souci sur le train avant. Mais si on accélère très tôt et qu'on se positionne bien, normalement, on n'a pas à se servir de la jambe. Bon, là, on va faire 2 virages, un gauche et un droite avec ornière. Tout ce qui est freinage, ça se passe exactement comme on l'a fait dans les freinages, debout en arrière, on freine. Ce qui est très important quand il y a les ornières, c'est de bien venir se caler dans l'ornière. Donc c'est la phase critique en fait, de bien venir se caler. Donc on finit le freinage, on vient bien se caler dedans. La position c'est assis, la jambe tendue en avant. Et on va remettre les gaz progressivement, ne pas remettre non plus trop fort les gaz, trop d'un coup parce que la moto a tendance à se relever quand on accélère.
donc y aller légèrement progressivement pour pouvoir prendre beaucoup de vitesse à la sortie du virage. Donc ça c'est dans la première ornière. La deuxième, la spécificité, c'est qu'il y a plus de trous. Donc dans ce cas-là, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut accélérer bien progressivement au début, mais après accélérer assez fort pour pouvoir se sortir des trous et pouvoir justement passer ces trous avec suffisamment de vitesse pour ne pas être bloqué à l'intérieur. Donc là par exemple dans la deuxième, je tournais en première pour éviter des problèmes de calage dans l'entrée du virage. Par contre, dès que je commençais à accélérer, je mettais de suite la deuxième pour prendre beaucoup de vitesse pour passer sur les trous. Alors au début, quand on arrive dans le virage, on arrive debout, on s'assoit, on tend la jambe en avant. On est légèrement sur l'avant de la moto, bien en avant. Par contre, dès qu'on commence à accélérer, on n'hésite pas à reculer un peu sur la selle pour venir chercher du grip en fait et pour venir chercher de la traction sur la roue arrière. Principalement aussi quand il y a des trous. Ça permet de bien caler la moto en bas et de pouvoir accélérer très fort et avoir beaucoup d'adhérence. Donc on n'hésite pas à se laisser glisser sur l'arrière de la moto. Alors le plus gros défaut qu'on peut avoir dans ce genre de virage, c'est de vouloir en fait épater les copains, c'est-à-dire accélérer très tôt, très violemment avec l'embrayage. Donc c'est vrai que ça fait du bruit, ça impressionne, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. Faut essayer de accélérer justement un peu progressivement pour essayer de prendre le maximum de vitesse, mais non pas dans le virage, mais dès la sortie du virage. Car il est plus important de sortir vite que de tourner vite. Donc pensez-y et concentrez-vous là-dessus. Bon, ben là on va faire un petit virage à plat, sans ornière, sans appui. Alors à quoi ça peut servir de tourner comme ça? Ça sert surtout déjà à faire des trajectoires différentes des autres pilotes pour pouvoir doubler ou pour pouvoir éviter des trous, pour pouvoir recouper des ornières. Des fois on peut utiliser ce genre d'exercice. Alors le but en fait c'est de faire glisser la moto des deux roues. On n'essaye pas là de faire partir l'arrière, on n'essaye pas de faire glisser l'avant, on essaye simplement de dériver des deux roues pour arriver à avoir un certain équilibre. Alors pour ça bien sûr la position c'est assis. On se sert énormément du pied cette fois par terre, c'est-à-dire qu'on pose le pied très fort et on tient la moto avec le pied. Et en fait le but c'est de mettre de l'angle à la moto pour la faire décrocher des deux roues. Alors par contre dès qu'on décroche de la roue avant, il ne faut surtout pas braquer, ni contre-braquer, il faut rester la roue avant très droite et se servir de la poussée du pied pour tenir l'équilibre. Et là on accélère progressivement, ça permet de faire une courbe très propre, ça permet de tourner quand même assez vite sans avoir aucun appui ni rien, donc c'est très efficace. Alors ce genre d'exercice c'est très facile à faire, c'est beaucoup plus facile à faire côté gauche, parce qu'on peut arriver à garder le pied sur le frein pour s'aider à faire glisser la moto justement au frein. Quand on le pratique du côté droit, étant donné qu'on se sert beaucoup du pied pour tenir l'équilibre et pour tenir sa roue avant, le seul moyen de la faire glisser c'est avec le frein moteur. Donc ne pas hésiter à couper franchement, à mettre une vitesse en dessous pour ralentir la moto avec le frein moteur et la faire glisser grâce à... il faut avoir beaucoup d'angle. La petite anecdote c'est que j'avais vu Jackie Vimon le faire sur une photo côté droit et j'avais trouvé ça assez sympa et j'avais mis quand même quelques jours pour le faire. Salut Jackie! Petite chute, ça arrive. C'est important de bien doser son frein avant. Ah, pas mal, non? Bon, quand même. Premier essai.
Donc là on va voir comment on peut sortir d'un virage et essayer de prendre le plus de vitesse possible en passant les vitesses. Donc là par exemple dans ce virage là on sortait en première et pour finir en quatrième. Donc on essaye de passer les vitesses le plus vite possible. Pour ça, généralement pour passer de première en deuxième, sur les 2 premiers rapports, on est obligé d'embrayer un petit peu. Surtout quand il y a beaucoup de grippe sur la roue arrière, car la vitesse masse mal. Donc on n'hésite pas à embrayer, on n'est pas obligé de couper les gaz. On prend juste un petit peu l'embrayage. Et dans cette phase-là, on essaye surtout de se positionner légèrement en arrière sur la moto pour venir chercher du grip à la roue arrière. Il faut éviter de trop patiner, il faut éviter aussi de se mettre trop d'un coup en arrière avec la moto cabre. Donc on essaye de se reculer progressivement pour essayer de chercher du grip et accélérer le plus vite possible. Après, on se met debout en arrière selon les trous et on essaye de prendre le plus de vitesse possible. Bon, ben nous voilà sur le terrain de cross. Bien sûr, sur un terrain de cross, il y a plusieurs types de sauts. Des tables, des doubles sauts, des triples sauts, des camels, des sauts en descente. On trouve généralement toutes sortes de sauts. On va commencer par le plus basique, en fait, une petite table et avec de l'élan pour se mettre en jambe. Allez, on y va. Bon, donc pour aborder une table classique, on a quand même une prise d'élan correcte, donc on a le temps d'accélérer. Donc cette table on la saute en troisième. Donc ce qui est très important sur une table comme ça, c'est la position. Oui, donc la position c'est debout sur la moto, juste avant la pelle en fait, c'est dans les 10 mètres qui précèdent la pelle. Et la position, il faut bien mettre ses pieds à plat, donc c'est pas les pieds avec la pointe comme ça, c'est ni les talons sur le cale-pied. C'est bien positionné, bien stable, pour pouvoir bien appuyer et pour pouvoir être stable sur la moto. Être prêt à serrer la moto en cas de besoin, mais on n'est pas obligé de le faire dans la prise d'élan ni dans le saut. Donc après, c'est une position assez neutre, c'est-à-dire que on ne prend pas le saut en arrière, on ne le prend pas non plus complètement en avant. C'est une position d'équilibre, c'est-à-dire d'équilibre neutre au milieu. Voilà, comme ça. Et à ce moment-là, quand on arrive sur la pelle, on accélère un petit peu plus la moto pour donner un genre de coup de gaz, même si on ne peut pas appeler ça un coup de gaz, c'est juste une accélération franche dans le creux de la bosse. Et en même temps, on essaye de bien se tenir sur la moto pour que la force elle descende sur les repose-pieds, dans les cale-pieds. Et normalement, la moto décolle toute seule et décolle vraiment très stable, c'est-à-dire qu'elle reste à plat la moto. Alors là, dans les images, on a dû voir que j'ai bloqué un peu la roue arrière. Sur ce genre de saut, c'est pas vraiment utile. Moi je le fais parce qu'on est tellement habitué à le faire en fait ça change un petit peu l'assiette de la moto, donc ça fait partir légèrement la moto sur la roue avant. Donc bien sûr pour bloquer la roue arrière il faut embrayer, on embraye dans le saut, on met un petit coup de frein, ça bloque la roue et en fait c'est le fait de la bloquer rapidement qui change l'assiette de la moto. Sur un saut comme ça varie, l'assiette varie de à peu près 20, 25 cm, 30 cm. Bon, alors sur une petite table comme ça, ce qui est très important en fait, c'est quand on accélère de garder bien la moto en ligne pour bien sauter droit. Donc si vous sautez bien droit, c'est-à-dire que la moto est bien en ligne et que l'assiette de la moto est correcte, il n'y a vraiment aucun risque de chute. Donc après la réception, on se positionne normalement, on se pose légèrement dans la descente, la roue avant en premier, et normalement tout se passe très bien. Alors après bien sûr sur ce genre de bosse, il peut arriver qu'on saute pas assez loin, donc ce qui fait qu'on soit comme on dit un peu court.
Alors si on est un peu court, la première solution c'est déjà essayer de poser la roue arrière un peu en premier, ou les deux roues en même temps. Après c'est de rester bien rigide sur la moto pour ne pas que le guidon tourne ou que la moto se mette en travers, donc on reste bien rigide. Et surtout ce qui est important c'est de freiner du frein arrière. Le fait de freiner du frein arrière va permettre à la moto de rester en ligne, parce que la roue arrière va se bloquer et donc ça va tirer la moto vers l'arrière et elle va rester droite. Donc le plus important, si on fait court, on reste bien rigide, on se positionne debout un peu en arrière et on freine du frein arrière pour bloquer la roue. Bon, donc là on voit une autre configuration de saut avec une petite table à sauter et surtout pas beaucoup d'élan. Donc là l'obligation de rester assis sur la moto. Déjà pour venir chercher du grip à l'accélération, donc on essaye de s'asseoir un peu en arrière. Et en même temps le but en fait c'est de juste sauter le plateau pour pouvoir accélérer après. Donc là surtout on essaye de donner une petite impulsion pour au moins sauter le plateau. Donc là la position c'est bien assise. C'est assis sur la moto, c'est quasiment presque un peu en arrière, surtout quand on prend l'appel du saut pour essayer de bien écraser l'amortisseur derrière, pour essayer de bien renvoyer pour sauter derrière la petite bosse. Voilà. Voilà, quand on est comme ça, on essaye vraiment d'accélérer jusqu'en haut du saut en fait, parce que on essaye de sauter le plus loin possible, parce que c'est un saut où il faut juste poser dans la pente et il y a juste assez d'élan. Donc en fait, comme on accélère jusqu'en haut, la moto a tendance à partir un peu sur l'arrière. Donc en plus on est en position assise un peu en arrière, donc la moto a tendance à sortir du saut, la roue avant un peu en l'air. Donc là on n'hésite pas en l'air à venir se repositionner sur l'avant. Et là à la rigueur mettre un petit coup de frein arrière en débrayant pour ramener l'assiette de la moto sur l'avant, pour pouvoir bien accélérer à la réception et prendre de la vitesse avant le virage d'après. Bon, alors là on va faire une table quand même un peu plus longue avec un exercice un peu plus difficile. C'est-à-dire que ce saut on pourrait très bien le faire comme on a fait le premier, c'est-à-dire arriver sur une vitesse constante et mettre un coup de gaz sur la pelle. C'est la version la plus facile de sauter une table. Ici on va essayer de prendre beaucoup de vitesse avant pour être obligé de freiner et de couper les gaz sur la pelle du saut. Donc tout ça, ça a un but, c'est d'aller plus vite sur la pelle et que la moto monte un peu moins haut dans les airs. Donc un gain de temps bien sûr. Sur les images, il faut faire, c'est très difficile de juger la distance de saut parce qu'on ne peut plus utiliser les gaz pour gérer justement cette distance. Donc ça se passe tout sur la vitesse qu'on a à l'appel du saut. Donc si on freine trop fort, on perd trop de vitesse, donc on fait court. Si on freine pas assez fort, on fait un peu long. Donc c'est un exercice un peu plus difficile, mais très technique et très sympa à faire. Donc on saute sur le premier plateau, jusqu'à là, rien de spécial, on se pose dans la descente. Là je mets la troisième pour essayer de prendre le plus de vitesse possible, on accélère à fond et en fait on essaye de... Il n'y a pas vraiment d'endroit pour freiner parce que tout dépend de la distance qu'il y a à sauter derrière et la vitesse à laquelle on arrive. Donc généralement je coupe quand la roue avant arrive à peu près à 1 mètre, 2 mètres de la pelle et là je prends plus ou moins de frein selon la distance que j'ai à sauter. Le but est d'essayer d'amortir un peu le saut pour que la moto s'écrase moins et pour sauter plus vite et plus loin et sans monter très haut. Alors la position, on a vu tout à l'heure sur la table classique avec le coup de gaz, on essayait de rester bien centré et d'appuyer bien sur les repose-pieds. Ici on arrive avec beaucoup de vitesse et on freine sur la pelle du saut, donc on a plus tendance à essayer d'amortir le saut. Donc on n'essaye pas d'appuyer sur les cale-pieds pour faire monter la moto, on essaye plutôt de s'écraser sur la moto, d'absorber un peu le choc qu'il y a dans la pelle du saut. Et comme le choc est dans l'avant de la moto, on essaye de s'effacer un peu sur l'avant de la moto, tout ça pour essayer de moins écraser les suspensions dans le but de monter moins haut. Alors tout à l'heure on a vu quand on sautait à la sortie du virage et qu'on était assis et qu'on restait avec les gaz ouverts jusqu'à la fin du saut, la moto avait tendance à sortir du saut un peu sur l'arrière.
Donc d'où la nécessité de mettre un coup de frein pour la ramener en avant. Ici, on n'est vraiment pas obligé de faire ça, parce qu'en fait, quand on prend la pelle, on est en train de freiner dessus, on est en position avant. Donc normalement, la moto va partir directement sur l'avant, on n'est pas obligé de corriger l'assiette en l'air. Là, on monte un peu en puissance dans les sauts de table. On va essayer de vraiment amortir énormément un saut. En fait, c'est un saut qui est facile à sauter, qui n'est pas très long. Donc la seule chose qu'on peut faire sur un saut comme ça, c'est de le passer le plus vite possible. Et pour le passer le plus vite possible, il faut éviter de sauter. Et donc il faut arriver avec beaucoup de vitesse, essayer de freiner, de couper les gaz sur la pelle comme on a fait tout à l'heure. Mais ici, on va essayer de faire glisser la moto pour ne pas que la moto décolle en fait, pour qu'elle reste le plus bas possible et qu'elle saute presque pas. Dans ce genre de saut, nous à l'époque, quand je courais, on ne le faisait pas. On faisait la technique qu'on a employée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on accélérait très fort. On essayait d'amortir en coupant un peu les gaz et en freinant et en mettant le poids sur l'avant de la moto. Mais on ne savait pas qu'on pouvait faire ça. Donc un jour sur un circuit d'entraînement en Californie, j'ai vu Carmichael qui le faisait, donc j'ai un peu posé 2-3 questions. Et il m'a un peu expliqué comment on faisait et en un quart d'heure j'ai réussi à le faire. Donc vraiment l'intérêt c'est de vraiment arriver très fort, donc on accélère très fort. On est obligé de faire un petit virage avant le saut parce que sur le saut on est censé faire glisser la moto, donc comme vous voyez sur les images, essayer de la faire glisser en braquant le guidon pour essayer justement de glisser de l'avant de la moto sur la pelle. Et ça a un gros effet, c'est que la moto ne décolle pas. Donc voilà, soyez vigilants parce que c'est quand même un exercice très difficile à faire. Par contre, si vous y arrivez, vous n'êtes pas loin du top. Alors le camel, c'est comme la table, la première qu'on a fait. Donc il faut essayer de... Bon là, celui-là d'appel, il n'est pas très raide. Donc il se fait un peu comme une table, donc on arrive à vitesse constante. Et on met un grand coup de gaz sur la pelle en appuyant très bien sur les cale-pieds, sur les repose-pieds, bien les appuyer les deux en même temps pour que la moto soit équilibrée. Donc on met un grand coup de gaz, on essaye de bien écraser la moto pour qu'elle monte parce que là il y a de la hauteur à prendre pour passer par-dessus la deuxième bosse. Mais la position c'est quasiment la même que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le plateau constant, c'est-à-dire qu'on arrive en accélération, donc on peut être assis, on peut être un peu en arrière s'il y a des trous. Et au moment où on met le grand coup de gaz, on peut se pencher un tout petit peu sur l'avant pour équilibrer. Et puis on appuie par contre bien fort sur les repose-pieds. Bon, alors après les plateaux et le camel, on va faire un saut à plat. Il y en a souvent un peu sur les circuits. Donc là, il n'y a pas vraiment d'impératif à part d'aller le plus vite possible. Là, l'essentiel c'est de prendre beaucoup de vitesse avant le saut. Si possible, de rester à fond jusqu'en haut du saut pour pouvoir aller le plus loin possible. Donc après, en l'air dans le saut, il faut légèrement sauter sur la roue arrière. Il ne faut surtout pas se poser sur la roue avant parce qu'on ne sait jamais vraiment où on va tomber. Par contre, ce qui est important, c'est que dès qu'on se pose, d'accélérer immédiatement pour que la roue avant ne tape pas trop, surtout dans les trous. Donc bien sauter sur l'arrière et dès que la roue arrière touche le sol, accélérer pour amortir la descente de la roue avant. Donc ça c'est vraiment très important. Alors ce qu'on peut faire aussi pour essayer de pousser la moto un peu plus loin, c'est quand on sort en fait du saut, c'est essayer de la faire partir un peu dans les mains, c'est-à-dire on la pousse un peu avec les mains et on la pousse un peu avec les pieds. Tout ça pour essayer de la faire aller un peu plus loin dans le saut.
et d'éviter de monter trop haut. Tout ça pour que l'impact soit un peu moins fort, parce que là l'impact est généralement à plat, donc ça tape un petit peu, donc il faut essayer de tout faire pour que ça tape le moins possible. Alors des fois, pour gagner vraiment du temps et pour sauter encore moins haut, pour aller encore plus loin, on peut décoller avant le sommet de la bosse. Des fois il y a une petite bosse quelque part, on arrive à trouver une petite bosse qui nous permet de décoller avant. Dans ce cas-là, si on arrive à décoller par exemple 1,50 m avant le sommet de la bosse, c'est toujours ça de gagner, on arrive à sauter moins haut. Et ça peut permettre de doubler quelqu'un et de se poser avant lui pour pouvoir accélérer. Alors attention quand on décolle un peu avant sur une petite bosse, parce qu'il y a toujours le risque de venir toucher le haut de la bosse. Donc ça peut coûter très cher, ça peut coûter une grosse chute. Donc toujours soyez vigilants de pouvoir maîtriser parfaitement ce que vous faites. Donc c'est bien beau de gagner un tout petit peu de temps, mais il ne faut pas trop en perdre non plus. Bon, donc le saut en descente, ça ressemble beaucoup au saut à plat, pour tout ce qui est la préparation avant le saut. C'est un peu le même système, on essaye de sauter le plus loin possible. La seule chose où il faut faire attention, c'est la réception. C'est toujours essayer de bien choisir sa trajectoire pour aller se poser vraiment où on veut. Parce que généralement quand on se pose dans une descente, c'est quand même plus délicat que de se poser à plat. Faire attention de ne pas se poser dans des gros trous. Parce que là on peut risquer de suite un par devant en rentrant dans le trou à la réception. Donc même technique, on essaye de sauter très loin, donc on accompagne la moto sur le saut. Et la grosse vigilance, elle est sur l'endroit où on va atterrir. Dans les descentes, il se crée des trous. Donc en position, quand on se pose dans une descente, il faut quand même être assez rigide. C'est-à-dire il faut bien serrer la moto avec les jambes pour éviter qu'à la réception, en rentrant dans un trou, elle parte sur le côté. Donc bien la serrer. Être assez rigide avec les épaules pour tenir bien le guidon dans la direction, surtout ne pas le mettre de travers, ne pas guidonner. En plus, généralement en descente, la réception est très cachée par rapport à l'appel. On ne voit surtout pas où on va se poser. Donc il ne faut pas hésiter. Un petit conseil que j'utilise souvent, en fait, c'est que je prends un repère très loin derrière. Il y a toujours un arbre, une direction à prendre, donc pour viser, pour pouvoir être sûr de poser au bon endroit. Alors après, dans les sauts en descente, quand vraiment on ne peut pas prendre l'appel à fond, qu'on est obligé de couper les gaz pour pas sauter trop loin en fait, on peut faire comme on a fait tout à l'heure sur le plateau, c'est-à-dire accélérer très fort et couper en freinant les gaz sur la fin de la bosse pour pouvoir décoller sans accélérer. Donc ça c'est toujours possible à faire. Et après, si vraiment on veut vraiment gagner beaucoup de temps et si on peut le faire, si l'endroit le permet, on peut très bien faire comme on a fait tout à l'heure sur le petit plateau, c'est-à-dire coucher la moto pour l'amortir le plus possible. Mais là ça commence à être dangereux, donc il faut être vigilant. Bon, on va parler un peu des doubles sauts. En fait, un double saut, c'est la même approche qu'un plateau, on va dire, sauf qu'il y a un trou au milieu. Donc c'est aussi simple que ça. Il ne faut surtout pas faire court. Donc quand on appréhende un double saut, il faudra déjà être sûr de maîtriser l'exercice, c'est-à-dire savoir sauter correctement sur un plateau ou sur d'autres sauts. Après le double saut, comme je le dis, c'est simplement un plateau avec un trou au milieu. Donc quand on a le choix au début, il vaut mieux être un peu long que court. Donc quand il y a la place derrière, la première fois qu'on le tente, ne pas hésiter à être un peu long. Sauter un peu la moto à plat, un peu sur l'arrière pour éviter un choc si on est un peu court. Voilà. Sinon, moi ce que je conseille surtout, c'est tout ce qui est double saut. Entraînez-vous sur des petites bosses, techniquement très difficiles, avec des difficultés techniques très hautes, mais avec des petites distances et des petites hauteurs, surtout pour éviter en cas de chute de se faire très mal. Donc après, qu'on le fasse sur un gros saut ou un petit saut, la technique est la même, c'est juste la vitesse d'exécution qui est plus rapide. Donc entraînez-vous sur des petites bosses, maîtrisez parfaitement le geste sur des petites bosses, et après vous serez prêt pour aller sur les grands circuits.
Bon, on va regarder un peu comment on se comporte dans des situations où il y a des ornières en fait, que ce soit dans une ligne droite, que ce soit dans des freinages, ou que ce soit à l'accélération, ou même ici devant un saut. En fait, dans une ornière, en fait, s'il n'y a pas d'ornière, quand on est sur du plat, si on perd l'équilibre d'un côté, il suffit de braquer d'un côté pour relever la moto. C'est ce qu'on apprend au début quand on fait du vélo. Quand on est dans une ornière, en fait, on ne peut plus braquer en fait, parce que la roue est calée en bas de l'ornière, donc il n'y a aucune solution de se rattraper avec le guidon. Donc en fait, le seul moyen de se rattraper, c'est de pousser sur un côté et l'autre de la moto. Donc en fait, on est devant une ornière. Il est impossible dans l'ornière de faire ça pour se rattraper, donc le seul truc qu'on peut faire, c'est pousser sur une jambe d'un côté, puis pousser de l'autre côté, et attendre d'être sorti de l'ornière pour pouvoir récupérer l'équilibre. Donc soyez bien vigilants là-dessus, que ce soit une ornière dans une ligne droite, dans un freinage, dans un saut, on tient l'équilibre grâce au cale-pied. Donc toujours garder les deux pieds sur les repose-pieds et bien appuyer d'un côté ou de l'autre. Alors là on est sur un appel de saut où il y a beaucoup d'ornières, il y en a à peu près 7 ou 8. Donc dès qu'il y a des ornières, il y a quand même un peu de danger. Souvent il peut y avoir un trou à la fin de l'appel du saut. Donc soyez vigilants car dans ce cas là la moto va partir sur l'avant. Donc toujours bien choisir son ornière, essayez qu'elle soit pas trop profonde et surtout qu'elle soit pas trouée au bout. Une fois qu'on l'a choisi, après c'est bien sûr le regard très loin pour essayer de garder un équilibre général. Il ne faut jamais regarder devant sa roue dans une ornière parce que là on perd l'équilibre. Donc toujours regarder très loin, debout, et on se tient en équilibre sur les repose-pieds. N'oubliez pas que dans une ornière, pour tenir la moto de droite à gauche, il faut appuyer sur les repose-pieds. Bon, ça y est, le DVD arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant que vous avez la théorie, à vous la pratique. Et allez sur le bonus, il y a une petite surprise.